Les morts doivent enseigner les vivants. Parce que les plus grandes leçons que nous recevons de la vie, en général, proviennent de la mort d'un proche, d'un membre de notre famille, d'un ami, d'un partenaire, ou alors de toute autre personne dont la mort inspire, dont la mort pousse à comprendre un certain nombre de choses et à retenir des leçons fondamentales. L'une des plus grandes certitudes de la vie, c'est la mort. Au moins tout le monde est certain en ce qui concerne cette certitude. Il n'existe aucun doute en ce qui concerne cette certitude. Nous sommes sûrs de mourir. Par conséquent, nous devons donc apprendre de ceux qui meurent, de ceux qui s'en vont, parce que leur départ est toujours un apprentissage. Leur départ est toujours une occasion unique de nous réconcilier, non seulement avec nous-mêmes, mais surtout avec les autres et plus globalement avec l'humanité. Le départ de Cabrel aujourd'hui doit nous pousser à nous remettre en question, au-delà de l'émotion. Parce que je dis toujours, l'émotion, c'est pour un temps. Les pleurs, c'est pour un moment. On va pleurer, on va se lamenter, mais il ne faudrait pas passer à autre chose, comme ce sera le cas, sans tirer des leçons de la mort. Moi, je suis médecin. En médecine, il existe une pratique qui est indispensable, sans laquelle la médecine et la science en général n'auraient pas pu se développer. Ça s'appelle l'autopsie. Ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt et qu'il n'existe pas de certitude en ce qui concerne les causes de sa mort, de façon banale et de façon routinière, on pratique une autopsie qui peut aussi avoir un objectif sur le plan médico-légal pour savoir par exemple est-ce que la personne aurait été tuée, ou alors tout simplement qui peut permettre à la science de progresser. Vous avez reçu un patient qui présentait un tableau clinique assez atypique et qui est décédé dans des circonstances tragiques. On pratique donc une autopsie, c'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier après la mort qu'est-ce qui l'a tué. L'objectif, c'est lequel? C'est de permettre à ce que, si dans 1 mois, dans 5 mois, dans 1 an, dans 10 ans, un autre patient présente des symptômes similaires, un tableau clinique similaire, que la science puisse déjà pouvoir anticiper et savoir que on avait eu un patient il y a 10 ans qui présentait ce tableau clinique. On avait réalisé une autopsie après son décès parce qu'on n'a pas été capable de diagnostiquer ce dont il souffrait. Et on a réussi à comprendre après sa mort qu'il était mort des suites de telle maladie. On documente cette autopsie. On communique dessus dans des publications scientifiques. On fait des mises à jour au niveau des professionnels de santé pour leur faire comprendre qu'il existe une nouvelle maladie où on a découvert la présentation peut-être atypique d'une nouvelle maladie. Et à chaque fois que vous allez voir des cas qui se présentent de cette façon, pensez aussi à ceci. On documente et on permet donc à la communauté scientifique de s'en inspirer pour ne plus commettre les mêmes erreurs et surtout pour ne plus avoir des personnes qui meurent de la même façon. Je pense qu'il est temps que dans notre société, nous puissions faire une autopsie de notre vie et surtout de la vie en général lorsqu'on fait face à la mort, qui est la certitude absolue. Cabrel est mort aujourd'hui. Nous sommes tristes, oui. Nous sommes émus, oui. Ses proches, ses parents, ses partenaires sont émus, oui. Mais au-delà de l'émotion, il faut analyser de manière froide, de manière rationnelle et tirer des leçons. L'autopsie ici sera multifactorielle. Ça veut dire que
Ce ne sera pas uniquement l'autopsie sur le plan purement médical, encore que ça n'a pas été fait, mais ce sera l'autopsie de tous les aspects de la vie. Beaucoup de personnes vont dire, mais il est mort d'un accident de la voie publique, pourquoi faire une autopsie? Non, il faut toujours faire l'autopsie, même sur le plan médical. Parce que l'accident peut masquer beaucoup d'autres choses. On peut vouloir faire croire que quelqu'un est mort des suites d'un accident. Ça arrive plusieurs fois. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a été victime d'un accident que l'autopsie n'est plus nécessaire. Là, je ne parle même pas seulement de l'autopsie sur le plan médical, je parle de l'autopsie globale. Je vais prendre quelques déterminants de cette autopsie pour qu'on puisse essayer de comprendre exactement qu'est-ce que je veux dire, où est-ce que je veux en venir. On va commencer avec l'autopsie de nos routes. Si on se rend compte qu'il existe une nationale sur laquelle les gens meurent régulièrement, une route de la mort, il faut qu'on essaye de faire une autopsie. Pourquoi les gens meurent sur cette route tout le temps? Quel est le taux de mort sur cette route? Quel est le tronçon de cette route qui entraîne le plus de morts? Et pourquoi c'est dans ce tronçon qu'il y a le plus de morts? Comment est-ce qu'on fait pour anticiper? Comment est-ce qu'on fait pour gérer? Comment est-ce qu'on fait pour entretenir? Comment est-ce qu'on fait pour réduire, pour optimiser? Ça, c'est l'autopsie de la route et de ses conséquences. Ça doit être fait par les citoyens, par le gouvernement, par l'État, qui est chacun d'entre nous. Ça veut dire que de façon individuelle, chacun d'entre nous doit tirer des leçons de cette autopsie. Voilà une nationale qui est parmi les axes les plus dangereux au monde. Voilà le nombre de décès par an. Voilà la plupart des fois les causes des décès. Voilà les tronçons dans lesquels les gens meurent le plus. Voilà des leçons qu'on tire. Voilà des enseignements qu'on tire. Mais maintenant, quelles sont les actions? Il y a des actions individuelles en ce qui concerne la sécurité routière que chacun doit pouvoir prendre, que ce soit en termes personnels, que ce soit en termes de son véhicule, que ce soit en termes d'une agence de voyage ou de toute autre mesure à prendre sur le plan individuel, sur le plan collectif. Il y a des actions qui doivent être prises par les autorités. Il y a des actions qui doivent être prises même sur le plan spirituel, surtout lorsqu'on se rend compte qu'il y a un tronçon qui est mortel de manière assez régulière. Donc ça, c'est l'autopsie de la route, avec les solutions et des actions qui doivent être en amont et en aval. En amont, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire la prévention. Mais en aval, lorsque l'accident survient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il existe, par exemple, des unités mobiles qui sont disponibles à ces endroits? Est-ce qu'il existe des professionnels de santé qui peuvent intervenir rapidement? Est-ce que dans cet endroit, il existe des structures hospitalières dotées du plateau technique nécessaire? Et quand je parle de plateau technique, ce ne sont pas seulement les appareils, c'est le plateau technique sur le plan humain, en termes de ressources humaines qualifiées, compétentes, formées, habilitées et en qualité à pouvoir prendre en charge un certain type de cas. C'est le plateau technique sur le plan des infrastructures, c'est le plateau technique sur le plan mobile, sur le plan des ambulances, sur le plan de la formation, même des populations. Ça veut dire que les populations devraient être formées à pouvoir pratiquer par exemple les gestes qui sauvent, les gestes de premier secours, le transport, le déplacement d'un patient qui est victime d'un accident de la voie publique. On devrait même pouvoir avoir des professionnels sur le plan de la psychologie, sur le plan de la psychiatrie. On devrait avoir des psychologues qui sont capables de pouvoir gérer ce type de situation. Les psychoses post-traumatiques. Ça veut dire que après l'autopsie de la route, on doit pouvoir en sortir avec des solutions en amont et en aval. Et ces solutions doivent provenir des populations, du gouvernement et de l'État. Ensuite, on peut faire l'autopsie de la voiture. Ça veut dire qu'on essaye de regarder la voiture, on se pose la question, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on aurait pu anticiper? Est-ce qu'il y a des choses qui ne se sont pas déroulées de la meilleure des manières? Est-ce qu'il existe des manquements sur lesquels on aurait pu s'appesantir afin de pouvoir y apporter des solutions? Est-ce que la voiture était en bon état? Est-ce que la voiture avait bénéficié d'une visite technique optimale et fiable? Est-ce que le chauffeur était en situation conforme de conduire sur cet axe? Est-ce qu'il était en bon état? Est-ce qu'il n'avait pas consommé de l'alcool?
Est-ce qu'il y avait un chauffeur? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un chauffeur? Est-ce que quand on fait dans un domaine aussi complexe que le showbiz, qui se déroule la plupart des fois la nuit, et un domaine dans lequel l'alcool coule en général à flot, est-ce que lorsqu'on est dans ce type d'activité, lorsqu'on a ce type de véhicule, on ne devrait pas penser à avoir un chauffeur? Et même si on n'a pas de chauffeur, est-ce qu'il n'y a pas des mesures personnelles à prendre? Ça, c'est en amont. Et en aval, est-ce qu'il n'y a pas des mesures à prendre au niveau du véhicule, au niveau personnel, afin de pouvoir anticiper ou alors afin de pouvoir gérer des cas qui pourraient se produire? Il faut qu'on fasse l'autopsie du véhicule. Il faut qu'on fasse l'autopsie du chauffeur. Il faut qu'on fasse l'autopsie des populations. Est-ce que les populations ont des compétences pour prendre en charge des personnes qui sont victimes d'un accident de la voie publique en termes de gestes de premier secours ou alors même de gestes qui sauvent tout simplement, comme je le disais antérieurement? Il faut qu'on soit froid et qu'on puisse analyser. On peut même aller au-delà, on peut faire l'autopsie du showbiz et analyser dans le showbiz qu'est-ce qui entraîne le plus souvent la mort des personnes dans le showbiz. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a des cercles ésotériques? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux plus jeunes ou aux personnes qui sont en train d'y entrer? Est-ce que les aînés n'auraient pas des astuces qui pourraient permettre aux jeunes qui entrent dans le showbiz ou alors à ceux qui y sont déjà de comprendre comment est-ce qu'on met les pieds? Et il y a quelque chose que j'aime toujours dire. Lorsque vous entrez dans une boutique, vous voulez par exemple du pain. Vous prenez de l'argent et vous donnez, on vous donne du pain. C'est-à-dire que vous achetez du pain. Il faut donner de l'argent pour avoir du pain que vous allez aller manger. Lorsque vous entrez dans une agence de voyage, vous voulez voyager, vous payez pour obtenir un ticket. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour obtenir votre ticket. Lorsque vous allez à l'école, vous payez la pension. Lorsque vous allez dans un marché, vous voulez obtenir par exemple une nouvelle veste. Vous achetez votre veste en donnant de l'argent. Ça veut dire que pour les produits et les services dont vous bénéficiez au quotidien, il existe toujours un prix à payer. Il n'existe aucun produit et aucun service qui est gratuit. Le pain est payant. Le lait, c'est payant. L'école est payante. La connaissance est payante. Les vêtements sont payants. Tous les produits et tous les services que vous utilisez au quotidien sont payants. Si ce n'est pas vous qui payez directement, il y a quelqu'un qui paye. Maintenant, la question que je voudrais te poser, toi qui es dans le showbiz, toi qui veux entrer dans le showbiz, tu penses que la réussite que tu recherches n'a pas un prix à payer? Tu penses que le succès n'a pas un prix à payer lorsque le pain est payant? Tu penses que la célébrité n'a pas un prix à payer? Tu penses que la réussite n'a pas un prix à payer? Si déjà un téléphone est payant, le chargeur est payant, la puce est payante, les datas pour suivre cette vidéo, c'est payant. Combien de fois la réussite? Combien de fois le succès? Lorsqu'on sait que la réussite n'est pas une destination, c'est un chemin dans lequel, à chaque fois qu'on atteint un objectif, on est encore un peu plus insatiable d'atteindre un objectif encore plus élevé. Et tu te dis que pour atteindre ces objectifs, il n'y a pas de prix à payer. Le prix à payer, ça peut être le travail. Le prix à payer, ça peut être la patience. Le prix à payer, ça peut être le fait de faire ses classes. Le prix à payer, en fonction du type d'objectif qu'on peut atteindre, sera toujours équivalent et proportionnel à l'objectif qu'on veut atteindre. C'est de la physique, c'est de la spiritualité. C'est comme ça que fonctionne la nature. Lorsque tu vas atteindre un objectif, tu vas avoir un prix à payer qui est inversement proportionnel à l'effort qu'il faut fournir pour atteindre cet objectif aussi. Maintenant, si tu es pressé pour atteindre cet objectif, il y aura aussi un prix à payer qui est proportionnel à ton envie insatiable et rapide de vouloir atteindre ton objectif. Tu ne peux pas atteindre un objectif très élevé sans prix à payer. Il faut expliquer ça à ceux qui sont dans le showbiz. Avoir une grosse voiture, il y a un prix à payer. Parce que les gens se disent souvent, je veux avoir une grosse voiture, oui. Et on voit juste le prix. La voiture coûte 20 millions, la voiture coûte 50 millions, la voiture coûte 100 millions. Non, ce n'est pas la seule chose à voir.
Oui, dès que tu as eu la voiture, on va maintenant dire oui, même si on t'a donné la voiture. Et je dis toujours quelque chose. Si tu bénéficies de quelque chose que tu ne mérites pas parce que tu n'as pas payé le prix, tôt ou tard, tu vas en payer le prix. Il n'y a pas... Je veux dire, tu ne peux pas bénéficier de quelque chose que tu ne mérites pas et tu ne payes jamais le prix de cette chose. Non, tu vas payer le prix tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. C'est une loi spirituelle. Ça veut dire que les gens ne mesurent pas suffisamment le prix à payer. Quand tu as une grosse voiture, il y a un prix à payer. Il y a d'abord le prix d'achat. Même si ce n'est pas toi qui payes, il y a quelqu'un qui a payé ce prix. Et si c'est quelqu'un qui a payé ce prix pour toi, ça veut dire que cette personne attend quelque chose de toi. Directement ou indirectement, c'est une forme de prix à payer. La personne peut attendre de l'allégeance. La personne peut attendre le fait que tu sois dans une position de gratitude infinie. La personne peut attendre de toi que tu fasses certaines choses précises que cette personne va évaluer parce qu'elle a payé le prix à ta place. Maintenant, toi, tu vas donc aussi payer le prix sous forme soit de service, soit sous forme d'autres produits. Supposons que tu as même acheté ta voiture avec tes propres fonds. Tu as beaucoup travaillé et tu as acheté ta voiture que tu mérites vraiment de manière totale. Quand tu as ta voiture, ce n'est pas tout. Ta voiture doit être assurée. Tu ne peux pas acheter une voiture de 60 millions, 100 millions et payer l'assurance à 15 000 ou 20 000 ou 30 000 comme le taximan. Non, ton assurance tout risque va coûter 1 million, 1,5 million, 2 millions, voire plus. Quand tu achètes une voiture de cette taille-là, tu ne vas pas conduire la voiture toi seul. Tu ne vas pas conduire la voiture toi-même. Parce que parfois, tu vas aller dans des cérémonies. Parfois, tu vas finir au travail très tard. Parfois, tu vas arriver en boîte de nuit, boire de l'alcool et tu ne pourras pas conduire. Donc, il faut que tu aies un chauffeur. C'est un prix aussi à payer. Quand tu es un chauffeur, ça veut dire que tu choisis de confier ta vie à quelqu'un d'autre. Ça veut dire au-delà d'avoir des informations sur ce que tu fais, sur les endroits où tu vas, il aura aussi ta vie entre ses mains parce que c'est lui qui conduit ton véhicule. C'est aussi un prix à payer. Le prix à payer, c'est le fait que quand tu as déjà une voiture d'un certain niveau, les gens estiment que tu es déjà riche. Donc les gens te demandent un peu plus, te sollicitent un peu plus. Dans la famille, on te met dans la catégorie des élites. C'est un prix à payer parce que quand il y a un deuil, quand il y a une cérémonie, tu ne pourras pas contribuer 1500 francs. Parce qu'on va essayer de voir son nom. Il a contribué combien? On veut voir combien tu as contribué parce qu'on voudrait que ce soit proportionnel à la voiture que tu as, à la maison que tu as, au statut social et économique que tu as. C'est un prix à payer. Est-ce que les gens qui recherchent des objets, des biens, la réussite, savent quel est le prix à payer qu'il y a derrière? On paye toujours le prix. Si toi, tu ne payes pas le prix maintenant, tu vas payer le prix après. Si quelqu'un a payé le prix pour que tu aies ta maison aujourd'hui, quelqu'un t'a construit une maison, il t'a offert une maison, tu vas payer le prix un jour. Au-delà de l'entretien de la maison, au-delà du statut social qui change parce que désormais tu as ta maison, au-delà de tes cousins, de tes cousines, de tes oncles qui vont vouloir venir vivre chez toi, au-delà des personnes qui vont dire vraiment j'ai mon enfant, la rentrée c'est bientôt, je veux que tu m'aides à payer la pension, il y a un prix à payer. C'est une autopsie aussi qu'il faut faire. Ça veut dire je veux être comme tel, c'est bien. Je veux ressembler à tel, c'est bien. Il y a tel qui réalise telle chose, je voudrais faire comme lui ou elle, c'est bien. Mais quel est le prix à payer? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis prédisposé? Est-ce que j'ai qualité? Est-ce que j'ai la capacité de supporter ce prix à payer? Si on n'analyse pas de manière froide la situation qui se produit à chaque fois qu'un décès survient, on va subir la même chose à jamais. Lorsqu'on n'apprend pas de nos échecs ou de l'échec des autres, on est condamné à subir ces échecs-là ou à faire en sorte que dans notre environnement, nos proches subissent ces échecs. Parce que lorsqu'on fait une autopsie aussi globale, je pourrais aller sur l'autopsie spirituelle, sur l'autopsie religieuse, sur l'autopsie familiale, sur l'autopsie relationnelle, sur l'autopsie émotionnelle. Je pourrais aller sur beaucoup de dimensions d'autopsie, mais je ne voudrais pas que la vidéo mette trop long. Je voudrais juste que, au-delà de l'émotion, au-delà des pleurs qui peuvent être factices, qui peuvent être réels, là n'est pas le sujet. Il faut comprendre que la mort est un enseignement. Et Cabrel, son départ doit nous enseigner. Si son départ ne nous enseigne pas, ça veut dire que ce sommes nous qui sommes les idiots. Et que nous sommes des idiots. Si tu n'apprends pas de tes échecs, tu es un idiot. Si tu n'apprends pas de ce qui arrive aux autres dans ton environnement, tu es un idiot. Il faut donc qu'on refuse d'être des idiots. Il faut qu'on accepte que quand quelque chose se produit, on doit se lamenter, on doit tirer des leçons
Et on doit implémenter des nouvelles résolutions qui nous permettent de ne plus tomber dans le même type de travers. Cabrel, tu t'es avancé, nous tous on arrive, parce que la mort, c'est la plus grande certitude de la vie. Mais il faudrait que ton départ nous enseigne. On ne doit pas juste pleurer. Il y a d'autres personnes qui disent, non, pourquoi vous utilisez sa mort pour pouvoir gagner de l'argent, pour faire ceci? Ça ne va jamais changer. Je dis toujours que ce n'est pas parce que vous mourrez que la vie va s'arrêter. La vie va continuer normalement. Ce n'est pas tout le monde qui est triste que vous soyez mort. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que tu meurs que tout le monde est triste. Non, il y a des gens qui sont contents que tu sois mort. Il y a des gens qui voulaient que tu meurs. Il y a des gens qui se battaient chaque jour pour précipiter ta mort et qui n'y arrivaient pas. Peut-être parce que sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu étais beaucoup plus préparé. Mais ne pense pas que ces personnes vont pleurer quand toi tu vas mourir. Non. Ces personnes sont contentes que tu sois mort. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui parfois utilisent la mort ou utilisent des situations tragiques à leur avantage. Ça ne changera jamais. Ce sont des réalités de la vie qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer et surtout qu'il faut pouvoir matérialiser dans notre quotidien en changeant notre manière d'être émotif face à toutes les situations qui se produisent. Pleurons, mais tirons des leçons. Le game, il est violent. Le game, il est difficile. Le prix à payer est immense. Très peu de personnes en parlent. Les gens lisent l'heure au quotidien au point de devenir l'heure. Les gens subissent au quotidien sans parler. Les gens présentent du bling-bling. C'est pour ça que moi, j'adopte toujours une posture où je vais paraître peut-être prétentieux parfois. Je vais dire des choses très dures, très cruelles. Parce que la vie, elle est cruelle. Parce que le prix à payer, il est dur, il est cruel. Je sais que quand Claudel va mourir, les gens vont célébrer. Les gens vont dire, enfin, ce fils de maman est parti. Dieu est fort, Jésus a gagné. Il le disait tout le temps que Jésus est monté, descendu. Il est parti maintenant. C'est ce qui va arriver. J'y suis préparé. Est-ce que toi, tu es préparé? Est-ce que tu as préparé ta famille? Est-ce que tu as préparé tes amis? Est-ce que tu t'es préparé? Parce que ne pense pas que le monde va s'arrêter quand tu vas mourir. Le monde va continuer normalement et mieux qu'avant. C'est la raison pour laquelle chacun doit se battre pour être quelqu'un qui a vécu la vie qu'il devait vivre et qui a accepté de payer le prix qu'il a choisi de payer. Ne payez pas le prix qui n'est pas le vôtre pour atteindre des objectifs qui, après votre mort, vont laisser tout le monde sans émoi. Vont pousser les gens à faire des directs en disant « Envoyez-moi les étoiles pour parler de votre mort en gagnant de l'argent. » Ne vivez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Vivez votre vie, acceptez qui vous êtes, soyez intègre, faites des choses qui vous rendent heureux. Parce qu'au final, c'est cela le plus important. Parce que c'est ça qui va vous permettre de laisser un patrimoine et de devenir quelqu'un d'irremplaçable. Avance-toi, Cabrel. En Afrique, dans la spiritualité africaine, on ne pleure pas les morts, surtout lorsque durant leur vivant, ils ont marqué leur passage par des actes forts. Et notre devoir, c'est de prendre le relais de ces actes forts-là, tirer des leçons et poser des actes encore plus forts pour non seulement inspirer ceux qui viendront après et permettre à ceux qui sont là actuellement d'améliorer leur qualité de vie. Avance-toi, mon frère. À très bientôt.